21 janvier 1793. Paris se réveille sous un ciel d'hiver bas et métallique. Le froid pénètre les os. Une brume lourde s'accroche au pavé gelé de la place de la Révolution. Au centre, une machine de bois sombre se dresse dans le silence. Au sommet, une lame triangulaire capte la lumière grise du matin. Autour, des milliers de visages. Aucun cri, aucun chant. Seulement le froissement des manteaux et le souffle court d'une foule immobile. Un ancien roi avance lentement. Ses pas sont mesurés. Le bois craque sous ses chaussures. La lame au-dessus de lui ne tremble pas. Quelques années plus tôt, la France parlait de liberté, d'égalité, de fraternité. Aujourd'hui, elle attend le bruit sec d'un mécanisme. La révolution n'est plus une promesse. Elle est devenue une sentence. Quand la lame tombe, ce n'est pas seulement un homme qui meurt. C'est une frontière invisible qui disparaît. Comment un mouvement né des Lumières a-t-il glissé vers le sang? Le royaume de France est l'un des plus vastes et des plus peuplés d'Europe. Près de 26 millions d'habitants vivent sous l'autorité d'un monarque absolu, héritier d'une dynastie vieille de 8 siècles. Sur le papier, la France est puissante. En réalité, elle est au bord de l'asphyxie. Depuis des décennies, les guerres ont vidé le trésor royal. La participation à la guerre de 7 ans, puis le soutien massif à l'indépendance américaine contre la Grande-Bretagne ont coûté des sommes colossales. En 1788, la dette dépasse les 4 milliards de livres. Plus de la moitié des recettes de l'État sert uniquement à payer les intérêts. Le royaume emprunte pour survivre. Le problème n'est pas seulement financier. Il est structurel. La société française repose sur 3 ordres, le clergé, la noblesse et le tiers-État. Les 2 premiers, qui représentent moins de 3% de la population, bénéficient d'importants privilèges fiscaux. Le tiers-État, paysans, artisans, bourgeois, travailleurs urbains, supporte l'essentiel des impôts. La taille, la gabelle, les corvées, les dîmes. L'injustice est visible, quotidienne. À cette pression fiscale s'ajoute une crise alimentaire. L'hiver 1788 est l'un des plus rigoureux du siècle. Les récoltes sont mauvaises. Le prix du pain explose. Dans certaines régions, il représente jusqu'à 80% du revenu d'un ouvrier. La faim devient politique. À Versailles, le roi Louis XVI n'est ni tyran sanguinaire ni stratège visionnaire. Il hésite, il temporise. Il remplace ses ministres réformateurs les uns après les autres. Les tentatives de modernisation fiscale échouent face à la résistance des parlements dominés par la noblesse. Le système refuse de se réformer lui-même. Dans les salons parisiens, dans les loges maçonniques, dans les pamphlets clandestins, une autre France s'exprime. Les idées des Lumières circulent depuis des décennies. Montesquieu a théorisé la séparation des pouvoirs. Voltaire a attaqué l'intolérance religieuse. Rousseau a affirmé que la souveraineté réside dans la nation. Ces idées ne sont plus abstraites. Elles deviennent des revendications. Face à l'impasse financière, le roi prend une décision exceptionnelle. Il convoque les États généraux pour mai 1789. Cela ne s'est pas produit depuis 1614. Le geste est historique. Dans tout le royaume, des cahiers de doléances sont rédigés. Des milliers de pages où les Français expriment leurs plaintes, mais aussi leurs espoirs. Beaucoup ne réclament pas la fin de la monarchie. Ils demandent l'égalité devant l'impôt, une représentation plus juste, des lois claires. La Révolution commence comme une demande de réforme. Le 5 mai 1789, les États généraux s'ouvrent à Versailles. Très vite, une question cruciale divise l'Assemblée. Le vote doit-il se faire par ordre ou par tête? Si chaque ordre vote séparément, le clergé et la noblesse peuvent bloquer toute réforme. Si le vote se fait par tête, le tiers-État, 2 fois plus nombreux, peut imposer le changement. Le conflit n'est pas technique. Il est existentiel. Le 17 juin 1789, les députés du tiers-État se proclament Assemblée nationale. Ils affirment représenter la nation entière. 3 jours plus tard, trouvant la salle fermée, ils se réunissent dans une salle de jeu de paume et prêtent serment de ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. Le serment du jeu de paume n'est pas une explosion de violence. C'est un acte juridique presque solennel. Mais il marque une rupture fondamentale. La souveraineté n'est plus incarnée uniquement par le roi. Elle appartient à la nation. Dans les semaines qui suivent, la tension monte à Paris. Des troupes royales sont massées autour de la capitale. Le renvoi du ministre Necker, perçu comme favorable aux réformes, déclenche l'inquiétude. Les rumeurs circulent. On parle de complot aristocratique. On parle de répression imminente. Le 14 juillet 1789, une foule armée prend d'assaut la Bastille. Militairement, la forteresse a peu d'importance. Elle ne contient que 7 prisonniers. Mais symboliquement,
Elle incarne l'arbitraire royal. Sa chute devient le premier grand acte populaire de la Révolution. Dans les campagnes, la grande peur se répand. Des paysans attaquent des châteaux, brûlent des titres féodaux. La nuit du 4 août 1789, l'Assemblée vote l'abolition des privilèges. Quelques semaines plus tard, elle adopte la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Liberté, égalité devant la loi, souveraineté nationale. La Révolution semble accomplir sa promesse. À ce moment précis, peu imagine la guillotine dressée sur les places publiques. Peu anticipe que la lame deviendra l'arbitre ultime de la vertu politique. En 1789, la France ne veut pas le sang. Elle veut la justice. Mais lorsque l'autorité vacille et que la peur s'installe, la justice peut rapidement changer de forme. L'année 1790 commence sous le signe de la transformation. La monarchie existe encore, mais elle est désormais encadrée par l'Assemblée nationale constituante. La France tente une expérience inédite, une monarchie constitutionnelle. Les réformes s'enchaînent. Les provinces historiques sont remplacées par des départements. L'administration est rationalisée. Les biens du clergé sont nationalisés pour combler la dette publique. Une nouvelle monnaie, l'assignat, est émise et garantie par ces biens confisqués. Au départ, la mesure semble ingénieuse. Elle deviendra bientôt une source d'inflation incontrôlée. La constitution civile du clergé, votée en juillet 1790, impose aux prêtres de prêter serment à la nation. Beaucoup refusent. La fracture religieuse traverse villages et familles. La Révolution, qui se voulait universelle, commence à diviser profondément. Pendant ce temps, le roi demeure aux Tuileries, surveillé, limité. Louis XVI accepte officiellement la nouvelle constitution en septembre 1791. Sur le papier, la France est désormais une monarchie constitutionnelle. Mais la confiance est brisée. Dans la nuit du 20 au 21 juin 1791, le roi tente de fuir. Il espère rejoindre une zone fidèle à la monarchie et négocier en position de force. Reconnu à Varennes, il est arrêté et ramené à Paris sous escorte. L'épisode change tout. Jusqu'alors, beaucoup voyaient encore en lui un monarque hésitant mais loyal. Désormais, il apparaît comme un souverain prêt à abandonner son peuple. La suspicion s'installe. La Révolution se radicalise. Les clubs politiques prennent de l'importance. Les Jacobins, installés dans l'ancien couvent de la rue Saint-Honoré, deviennent un centre d'influence majeur. Les Girondins, plus modérés, défendent une révolution libérale et expansive. Les divisions idéologiques se creusent. En avril 1792, sous l'impulsion des Girondins, la France déclare la guerre à l'Autriche. Officiellement, il s'agit de défendre la Révolution contre les monarchies européennes hostiles. Officieusement, certains espèrent que la guerre unifiera la nation. D'autres pensent qu'elle révélera la trahison du roi. La guerre commence mal. L'armée française, désorganisée par l'émigration de nombreux officiers nobles, subit des revers. Les rumeurs de complot royal se multiplient. En juillet 1792, le manifeste de Brunswick, publié par le commandant des forces austro-prussiennes, menace Paris de destruction si le roi est maltraité. Le texte attise la colère au lieu de l'apaiser. Le 10 août 1792, les Tuileries sont prises d'assaut. La monarchie s'effondre. Louis XVI est suspendu de ses fonctions. La République est proclamée en septembre. Mais la République naît dans la panique. Les armées étrangères avancent. Verdun tombe. La peur d'une trahison intérieure grandit. Les prisons parisiennes se remplissent de suspects. Prêtres réfractaires, nobles, supposés contre-révolutionnaires. Entre le 2 et le 6 septembre 1792, des foules envahissent les prisons. Environ 1100 à 1400 détenus sont massacrés sommairement. Ces massacres de septembre ne sont pas ordonnés officiellement par l'Assemblée. Ils surgissent d'une angoisse collective. L'idée se répand que la clémence est un luxe dangereux. La Révolution change de rythme. En novembre 1792, des documents découverts dans une armoire secrète aux Tuileries semblent prouver les contacts du roi avec des puissances étrangères. Son procès s'ouvre en décembre devant la Convention nationale. Le débat est intense. Doit-on juger un roi comme un simple citoyen? Peut-on condamner celui qui incarnait la loi? Le 15 janvier 1793, la Convention vote la culpabilité. Le 21 janvier, la sentence est exécutée. La lame tombe. Ce geste dépasse la France. En exécutant son roi, la République rompt définitivement avec l'ordre monarchique européen. L'Angleterre, l'Espagne, les Provinces-Unies rejoignent la coalition contre la France. La guerre devient totale. À l'intérieur, la situation se dégrade. L'assignat perd de sa valeur. Les denrées manquent. Les soulèvements éclatent, notamment en Vendée,
où la conscription et les mesures anticléricales provoquent une insurrection armée. Les révolutionnaires avaient imaginé une nation régénérée par la loi et la raison. Ils se retrouvent encerclés par des armées étrangères, menacés par des révoltes internes et confrontés à l'effondrement économique. Ce qu'ils attendaient était une ère de liberté rationnelle. Ce qu'ils découvrent est un champ de bataille politique où la survie semble primer sur les principes. La guillotine, conçue comme un instrument d'exécution plus humain et égalitaire, commence à apparaître comme un outil nécessaire à la défense de la République. Elle n'est plus seulement justice. Elle devient protection. La révolution, née de l'espoir, entre dans une phase où la peur dicte les décisions. Et lorsque la peur gouverne, la modération devient suspecte. En 1793, la révolution n'est plus un élan collectif homogène. Elle est fragmentée, disputée, surveillée. La chute de la monarchie n'a pas apporté la stabilité espérée. Elle a ouvert un vide. Premier angle, le politique, l'effondrement du centre. La Convention nationale, élue en septembre 1792, est divisée en 3 grands groupes. À droite siègent les Girondins, partisans d'une république libérale, décentralisée, méfiante envers la violence populaire. À gauche, les Montagnards, plus radicaux, proches des Jacobins et soutenus par les sans-culottes parisiens. Entre les deux, la plaine, majorité fluctuante, hésitante. Au début, les Girondins dominent. Ils ont poussé à la guerre. Ils ont accepté le procès du roi. Mais leur attachement aux procédures légales et à la modération devient un handicap dans un climat de crise permanente. Les Montagnards, menés par des figures comme Maximilien Robespierre, Georges Danton ou Jean-Paul Marat, défendent une idée différente. La révolution doit être protégée coûte que coûte. Pour eux, la liberté n'est possible que si ses ennemis sont neutralisés. Le centre s'effondre progressivement. Les débats se radicalisent. La parole devient accusation. Chaque vote engage la survie politique. En juin 1793, sous la pression des sans-culottes armés, les Girondins sont arrêtés. La montagne prend le contrôle de la Convention. La révolution perd son équilibre interne. Deuxième angle, le psychologique, la peur comme moteur politique. Au printemps 1793, la situation militaire est critique. Les armées françaises reculent. La Vendée s'embrase. Lyon, Marseille, Bordeaux connaissent des soulèvements fédéralistes hostiles à la domination parisienne. La République semble encerclée. La peur n'est pas abstraite. Elle est quotidienne. On craint l'invasion étrangère. On craint les espions. On craint les traîtres. La Révolution, qui avait proclamé les droits universels, commence à définir ses ennemis avec précision. En mars 1793, la Convention crée le tribunal révolutionnaire. En avril, elle institue le comité de salut public, organe restreint chargé de diriger la guerre et la politique intérieure. Ce comité, composé initialement de 9 membres, concentre un pouvoir considérable. La logique change. Il ne s'agit plus seulement de gouverner. Il s'agit de sauver. La loi des suspects, votée en septembre 1793, élargit considérablement la définition de l'ennemi. Sont considérés suspects ceux qui, par leur conduite, leurs relations ou leurs propos, se montrent partisans de la tyrannie ou du fédéralisme. La formule est volontairement large. Dans ce climat, l'innocence devient difficile à prouver. La guillotine, installée place de la Révolution, fonctionne régulièrement. Elle est perçue au départ comme un progrès humanitaire. Inventée par le docteur Guillotin et mise en œuvre par le chirurgien Antoine Louis, elle devait garantir une exécution rapide et égale pour tous, sans distinction de rang. La machine symbolisait l'égalité devant la mort. Mais à mesure que la liste des condamnés s'allonge, sa signification évolue. Elle n'est plus seulement justice rationnelle. Elle devient le baromètre de la pureté politique. Chaque exécution est présentée comme une nécessité, un acte de défense, un sacrifice pour la République. La peur façonne la rhétorique. Robespierre affirme que la révolution doit être guidée par la vertu. Mais il ajoute que, dans un contexte de guerre, la vertu sans la terreur est impuissante. Cette idée ne surgit pas d'un goût pour la violence. Elle naît d'une conviction. La République est fragile, assiégée, menacée de l'intérieur comme de l'extérieur. La peur transforme la prudence en trahison potentielle. Les révolutionnaires avaient imaginé un peuple uni par la loi. Ils découvrent un peuple traversé par des fractures religieuses, sociales, régionales. Ils avaient espéré que la chute du roi suffirait à stabiliser le pays. Ils comprennent que l'exécution d'un monarque ne met pas fin aux loyautés anciennes. Chaque crise renforce l'idée que la clémence est dangereuse. Dans les sections parisiennes, les sans-culottes réclament des mesures sévères contre les accapareurs et les contre-révolutionnaires. La pression populaire pousse la Convention à adopter des lois d'exception.
Le maximum général fixe les prix des denrées essentielles. L'économie est placée sous surveillance. La révolution se militarise. La levée en masse, décrétée en août 1793, mobilise des centaines de milliers d'hommes. La nation entière devient armée. L'État pénètre chaque foyer. La survie collective justifie l'autorité centralisée. L'alarme tombe presque chaque jour. Ce qui devait être un instrument ponctuel devient un rouage permanent. La rapidité des procès s'accélère. Les acquittements diminuent. Le soupçon remplace l'enquête approfondie. Les révolutionnaires n'avaient pas rêvé d'un régime d'exception permanent. Ils voulaient une constitution stable. Pourtant, la constitution de 1793, bien que votée, n'est jamais appliquée. La guerre et l'urgence suspendent son exécution. La République se définit désormais par sa capacité à éliminer ses ennemis. Le centre politique a disparu. La peur gouverne les décisions. La guillotine, dressée comme une sentinelle de bois et d'acier, rythme les journées parisiennes. Et plus la peur grandit, plus la lame semble nécessaire. Troisième angle, la guerre, l'Europe contre la Révolution. L'exécution de Louis XVI, le 21 janvier 1793, agit comme une onde de choc sur le continent. Pour les monarchies européennes, ce n'est pas seulement la chute d'un roi. C'est un précédent, une menace idéologique. L'Autriche et la Prusse étaient déjà en guerre contre la France depuis 1792. Après janvier 1793, l'Angleterre, l'Espagne, les Provinces-Unies et plusieurs États italiens rejoignent la coalition. La République française affronte désormais presque toute l'Europe monarchique. Les premières campagnes sont chaotiques. Les généraux sont remplacés, parfois exécutés en cas de défaite. La suspicion atteint les états-majors. La trahison est redoutée partout. En mars 1793, le général Dumouriez, vainqueur à Valmy quelques mois plus tôt, fait défection et rejoint les Autrichiens. L'événement confirme les pires craintes des révolutionnaires. La guerre devient totale. La levée en masse d'août 1793 mobilise environ 300 000 hommes supplémentaires. Les ateliers produisent des armes en continu. Les cloches sont fondues pour fabriquer des canons. La République transforme la société entière en machine de guerre. Dans ce contexte, chaque revers militaire alimente la radicalisation intérieure. Si l'armée recule, c'est qu'il existe des traîtres. Si les frontières vacillent, c'est que l'ennemi est infiltré. La guerre extérieure nourrit la terreur intérieure. Pourtant, à partir de l'automne 1793, la situation militaire s'améliore. Les armées réorganisées remportent des victoires décisives, notamment à Wattignies en octobre 1793, où le général Jourdan repousse les Autrichiens. Progressivement, la pression aux frontières diminue, mais la machine répressive, elle, continue de fonctionner. Quatrième angle, l'idéologie vertu et terreur. Maximilien Robespierre, membre influent du comité de salut public, développe une justification morale de la violence révolutionnaire. Dans son discours du 5 février 1794 devant la Convention, il affirme « La terreur n'est autre chose que la justice prompte, sévère, inflexible, elle est donc une émanation de la vertu. » Cette phrase résume la logique du moment. Pour Robespierre et ses alliés, la Révolution n'est pas simplement un changement institutionnel. Elle est une régénération morale. Elle vise à créer une république vertueuse, débarrassée de la corruption de l'Ancien Régime. Dans cette perspective, l'indulgence envers les ennemis de la liberté n'est pas humanisme, elle est complicité. L'idée est radicale. Pour instaurer un ordre juste, il faut d'abord éliminer ceux qui menacent la justice. La guillotine devient ainsi le prolongement d'un idéal abstrait. Elle n'est pas présentée comme un instrument de vengeance, mais comme une purification nécessaire. La logique est implacable, et elle s'étend. En mars 1794, les hébertistes, révolutionnaires ultra-radicaux accusés d'extrémisme et d'athéisme militant, sont arrêtés et exécutés. Quelques semaines plus tard, en avril, c'est au tour des dantonistes, partisans d'un apaisement et d'un ralentissement de la terreur. Georges Danton, figure majeure des débuts révolutionnaires, est guillotiné le 5 avril 1794. La Révolution élimine désormais ses propres enfants. La définition de l'ennemi devient mouvante. Ce ne sont plus seulement les royalistes ou les conspirateurs étrangers. Ce sont aussi les révolutionnaires jugés trop modérés ou trop radicaux. Cinquième angle, l'économie, la crise permanente. L'assignat, initialement conçu comme une solution à la dette, perd rapidement sa valeur en raison des émissions massives. L'inflation s'accélère. Les pénuries persistent malgré les lois sur le maximum. Le marché noir se développe. Dans les villes, la frustration grandit. Les sans-culottes exigent du pain et des mesures énergiques contre les accapareurs.
Le gouvernement répond par un contrôle accru et par des arrestations. La révolution, qui promettait l'abondance grâce à la justice sociale, doit affronter la rareté. Cette contradiction fragilise l'idéologie, car la liberté politique ne nourrit pas une famille. Les principes ne remplissent pas les marchés. Chaque difficulté économique est interprétée comme le résultat d'un sabotage. La suspicion se renforce encore. À mesure que 1794 avance, la terreur s'intensifie au lieu de diminuer, malgré les succès militaires. En juin 1794, la loi du 22 prairial simplifie encore les procédures judiciaires. Les accusés disposent de moins de moyens de défense. Les condamnations augmentent brutalement. Entre juin et juillet 1794, les exécutions à Paris atteignent leur pic. On parle de la Grande Terreur. En quelques semaines, des centaines de personnes sont envoyées à la guillotine. La lame tombe avec une régularité mécanique. Ce qui avait été justifié par l'urgence militaire persiste alors même que la situation stratégique s'améliore. L'exception devient norme. Beaucoup de députés commencent à craindre pour leur propre sécurité. La logique de la suspicion ne s'arrête jamais d'elle-même. Si la vertu exige la pureté absolue, personne n'est totalement à l'abri. La Révolution s'est engagée dans une dynamique où la sécurité prime sur la liberté, où la moralité politique justifie l'élimination. Les révolutionnaires avaient espéré fonder un ordre stable et rationnel. Ils ont créé un système où la survie politique dépend de la capacité à prouver constamment sa fidélité. La guillotine, conçue comme symbole d'égalité, est devenue un instrument d'angoisse collective. Et dans cette atmosphère saturée de peur, un retournement devient inévitable. 1793 touche à sa fin. La République a survécu aux invasions initiales. Les frontières tiennent. La Vendée est en grande partie réprimée au prix d'une violence extrême. Les grandes villes fédéralistes sont reconquises. Militairement, la France reprend l'initiative. Mais à Paris, la terreur ne ralentit pas. Le comité de salut public gouverne pratiquement sans opposition réelle. Officiellement, il agit au nom de la Convention. En réalité, il concentre les décisions militaires, diplomatiques et intérieures. Robespierre, Saint-Just, Couthon, Billaud-Varenne et d'autres membres imposent une discipline politique rigoureuse. Le tribunal révolutionnaire fonctionne quotidiennement. Entre mars 1793 et juillet 1794, environ 16 000 condamnations à mort sont prononcées officiellement en France. À ces chiffres s'ajoutent des milliers d'exécutions sommaires en province, notamment à Lyon, Nantes ou dans l'Ouest insurgé. La répression n'est pas uniforme, mais elle est massive. À Paris, la guillotine est déplacée de la place de la Révolution vers la place du Trône renversé pour faire face au nombre croissant d'exécutions. Les charrettes traversent la ville presque chaque jour. Les condamnés, de toutes conditions sociales, montent à l'échafaud. La noblesse n'est plus la seule visée. Des paysans, des ouvriers, des prêtres constitutionnels, des révolutionnaires modérés, des anciens alliés politiques sont exécutés. La Révolution s'est dotée d'un mécanisme auto-alimenté. En octobre 1793, Marie-Antoinette est jugée et guillotinée. En novembre, 21 députés girondins sont exécutés. En mars et avril 1794, les hébertistes puis les dantonistes subissent le même sort. Chaque vague d'arrestations resserre l'espace politique. Robespierre apparaît comme la figure centrale de cette période. Il ne détient pas un pouvoir dictatorial au sens monarchique, mais son influence morale et politique est déterminante. Il défend l'idée que la République doit rester pure, incorruptible, fidèle à ses principes fondateurs. Dans son esprit, la terreur n'est pas un objectif, elle est un moyen temporaire, une chirurgie nécessaire pour sauver le corps social. Mais la durée de cette temporaire exception s'allonge. En juin 1794, la loi du 22 prairial en deux transforme profondément la justice révolutionnaire. Elle réduit les possibilités de défense, limite les témoignages, accélère les procédures. Les verdicts se résument à deux options, acquittement ou mort. Les acquittements deviennent rares. En quelques semaines, les exécutions explosent. Rien qu'en juin et juillet 1794, plus de 1300 personnes sont guillotinées à Paris. Les bancs du tribunal révolutionnaire se remplissent à un rythme inquiétant. Le climat politique change subtilement. Au sein même de la Convention, des députés commencent à se sentir menacés. Si la vertu est définie par un petit cercle qui décide de la limite, si la suspicion est un outil légitime, qui est à l'abri? La peur, autrefois dirigée contre les ennemis déclarés de la République, se retourne vers l'intérieur du pouvoir. Dans les rues, l'échafaud n'impressionne plus comme au début. Il devient un paysage familier. Les enfants jouent à imiter les procès.
Des vendeurs ambulants proposent des souvenirs liés aux exécutions. La banalité s'installe autour de la mort publique. La guillotine, censée symboliser l'égalité devant la loi, rythme désormais la vie urbaine. Et pourtant, à l'extérieur, la situation militaire s'améliore nettement. En juin 1794, la victoire de Fleurus contre les Autrichiens assure à la France le contrôle de la Belgique. La menace d'invasion directe recule. L'argument de l'urgence absolue perd de sa force. Pourquoi alors la terreur s'intensifie-t-elle au moment même où la République semble plus solide? C'est là que se situe le basculement. La Révolution ne combat plus seulement des ennemis visibles. Elle lutte contre une abstraction, l'impureté politique. Chaque divergence peut être interprétée comme une faiblesse. Chaque critique comme une trahison potentielle. Robespierre prononce des discours de plus en plus sévères. Il évoque des complots sans toujours nommer les responsables. Cette ambiguïté inquiète ses collègues, car dans un système où la dénonciation est devenue norme, le silence peut être fatal. La dynamique devient insoutenable. Plus la terreur avance, plus elle crée les conditions de sa propre remise en cause. Les députés comprennent qu'aucune loyauté passée ne garantit l'avenir. La logique qui a envoyé les Girondins, les hébertistes et les dantonistes à l'échafaud pourrait se retourner contre eux. La lame qui devait protéger la République menace désormais ceux qui la dirigent. L'été 1794 approche. La tension est invisible, mais palpable. Et bientôt, la machine va changer de direction. 26 juillet 1794. 8 Thermidor en 2. La Convention nationale écoute Maximilien Robespierre prononcer l'un de ses discours les plus énigmatiques. Il évoque une conspiration interne. Il parle d'ennemis cachés au sein même des institutions. Il affirme que la vertu doit triompher des factions corrompues. Mais il ne donne aucun nom. Dans une assemblée où la survie dépend de la clarté des accusations, cette imprécision est explosive. Beaucoup de députés se sentent visés. Beaucoup comprennent que le silence peut signifier l'attente d'une arrestation future. La peur change de camp. Le lendemain, 9 Thermidor en 2, 27 juillet 1794, la Convention se retourne contre lui. Tallien, Billaud-Varenne, Collot d'Herbois et d'autres prennent la parole. Ils accusent Robespierre de tyrannie. Le tumulte remplit la salle. Pour la première fois depuis des mois, la majorité ose défier celui qui incarnait la pureté révolutionnaire. Robespierre tente de parler. Sa voix est couverte par les interruptions. Les cris montent. La Convention vote son arrestation ainsi que celle de ses proches alliés, dont Saint-Just et Couthon. La mécanique de la terreur se grippe. Mais le retournement n'est pas immédiat. Dans la soirée, la Commune de Paris, encore fidèle à Robespierre, refuse d'appliquer l'ordre d'arrestation. Les détenus sont libérés et se regroupent à l'hôtel de ville. Pendant quelques heures, l'issue demeure incertaine. Une insurrection en faveur de Robespierre reste possible. La nuit avance. Les sections parisiennes hésitent. Beaucoup sont fatigués. La ferveur des débuts s'est érodée. La peur ne mobilise plus comme avant. La Convention, de son côté, déclare Robespierre hors la loi. Cette décision est décisive. Elle permet une exécution sans procès formel. Au petit matin du 10 Thermidor, les forces fidèles à la Convention investissent l'hôtel de ville. Robespierre est arrêté. Sa mâchoire est brisée par un coup de pistolet dont l'origine reste discutée par les historiens. Le 28 juillet 1794, sans véritable débat, Robespierre, Saint-Just, Couthon et 22 de leurs partisans sont conduits à la guillotine. La scène est presque mécanique. La même machine, le même échafaud, le même public. La lame qui avait incarné la vertu révolutionnaire s'abat désormais sur celui qui en fut le principal défenseur. En quelques jours, environ 100 de ses partisans sont exécutés. La période que l'on nommera plus tard la terreur prend fin brutalement. Le symbole est total. La Révolution, qui justifiait la violence au nom de la pureté politique, vient d'éliminer celui qui en formulait la doctrine. La logique implacable s'est retournée contre son architecte. Les chiffres sont éloquents. Environ 16 000 condamnations à mort officielle pendant la Terreur. Plusieurs dizaines de milliers de morts supplémentaires dans les guerres civiles et les répressions régionales. Une société transformée par la suspicion et la mobilisation permanente. Mais le 9 Thermidor ne marque pas seulement la chute d'un homme. Il marque la fin d'une idée, celle qu'une république peut être sauvée indéfiniment par l'exception. Les députés qui ont renversé Robespierre ne sont pas devenus soudainement modérés par conviction philosophique. Ils ont agi par instinct de survie. La peur qu'ils avaient utilisée comme instrument s'est retournée contre eux. La guillotine, silencieuse après l'exécution de Robespierre, semble soudain moins nécessaire. L'urgence qui justifiait tout s'effondre.
Le mot terreur commence à être prononcé avec distance. Les prisonniers politiques sont progressivement libérés. Les clubs jacobins ferment. Le comité de salut public perd son influence dominante. La Convention cherche un nouvel équilibre. Pourtant, les cicatrices demeurent. La Révolution a survécu à l'invasion étrangère. Elle a survécu aux guerres civiles. Mais elle a profondément modifié la relation entre idéologie et pouvoir. Elle a montré que la vertu proclamée peut devenir justification de la violence illimitée. L'épisode thermidorien révèle une vérité plus large. Lorsqu'un système politique repose sur la suspicion permanente, il finit par détruire la confiance indispensable à sa propre stabilité. La lame a cessé de tomber avec la même intensité. Mais son ombre reste présente. Et la France, épuisée par 5 années de bouleversement, doit maintenant apprendre à vivre après la terreur. La chute de Robespierre ne ramène pas immédiatement la paix. Elle marque la fin d'un régime d'exception, mais elle n'efface ni la guerre, ni la crise économique, ni les fractures sociales. L'été 1794 ouvre une nouvelle phase, la réaction thermidorienne. À la Convention, les anciens partisans de la terreur cherchent à se dissocier de l'excès qu'ils ont contribué à instaurer. Les Jacobins perdent leur influence. Leur club est fermé en novembre 1794. Les comités voient leur pouvoir restreint. Le tribunal révolutionnaire est réorganisé. La guillotine fonctionne encore, mais son rythme ralentit. Dans les prisons, des milliers de détenus sont libérés. La loi du 22 prairial est abrogée. Les mécanismes d'exception sont démantelés progressivement. La République tente de revenir à un fonctionnement légal plus ordinaire. Mais le pays est épuisé. L'économie reste fragile. L'assignat continue de se déprécier. En 1795, l'inflation atteint des niveaux extrêmes. Les prix flambent. Le pouvoir d'achat s'effondre. Dans les villes, les émeutes de subsistance reprennent. En avril et mai 1795, des soulèvements populaires éclatent à Paris, notamment lors des journées de Germinal et de Prairial. Cette fois, la réponse est ferme. Les dirigeants thermidoriens, hostiles à la radicalité des sans-culottes, répriment ces mouvements avec détermination. Les militants les plus actifs sont arrêtés, parfois exécutés. La révolution populaire est marginalisée. Un basculement s'opère. Si la terreur était marquée par une centralisation extrême au nom de la vertu révolutionnaire, la période thermidorienne cherche à rééquilibrer le pouvoir. Mais ce rééquilibrage s'accompagne d'une réaction conservatrice. Dans certaines régions, des violences anti-jacobines éclatent. On parle de terreur blanche. D'anciens militants révolutionnaires sont pris pour cible. La spirale de la violence ne disparaît pas. Elle change de direction. Sur le plan institutionnel, une nouvelle constitution est rédigée. La Constitution de l'an 3, adoptée en août 1795, établit un régime plus complexe et plus prudent. Le pouvoir exécutif est confié à un directoire composé de 5 membres. Le pouvoir législatif est divisé en 2 chambres, le Conseil des 500 et le Conseil des Anciens. L'objectif est clair, éviter la concentration du pouvoir entre les mains d'un seul homme ou d'un petit groupe. La méfiance structure désormais les institutions. Le suffrage universel masculin proclamé en 1792 est remplacé par un suffrage censitaire à 2 degrés. La participation politique est restreinte. La peur de la foule, si présente pendant la terreur, influence la conception du nouveau régime. La Révolution entre dans une phase plus bourgeoise, plus prudente, moins égalitaire. Sur le plan militaire, en revanche, la République consolide ses succès. Les armées françaises avancent en Belgique, en Rhénanie, en Italie. Les victoires donnent au régime un prestige extérieur qui contraste avec son instabilité intérieure. La guerre, commencée pour défendre la Révolution, devient aussi un moyen de maintenir l'équilibre interne. Les succès militaires détournent l'attention des crises politiques. Ils offrent des ressources grâce aux contributions imposées aux territoires conquis. La France, qui avait craint l'invasion, commence à exporter son modèle. Mais à l'intérieur, le Directoire peine à stabiliser le pays. Les complots royalistes persistent. Les nostalgiques de la monarchie espèrent un retour à l'ordre ancien. En octobre 1795, une insurrection royaliste à Paris est réprimée par l'armée. Un jeune général, Napoléon Bonaparte, joue un rôle décisif dans cette défense. L'armée devient un acteur politique central. La Révolution, née d'une contestation du pouvoir absolu, s'appuie désormais de plus en plus sur la force militaire pour maintenir l'ordre. La guillotine n'est plus l'instrument dominant de la survie du régime, mais la logique de la contrainte demeure. Les institutions se protègent par la méfiance et par la force. La France sort de la terreur transformée. Les idéaux de 1789, liberté, égalité,
souveraineté nationale, n'ont pas disparu. Ils ont survécu aux crises. Mais leur mise en œuvre s'est accompagnée d'une violence qui a marqué durablement la mémoire collective. La Révolution n'est plus l'enthousiasme des premières assemblées. Elle est devenue une expérience complexe, ambivalente, où la peur et l'espoir se sont entrelacés. Et dans cette France instable, encore en guerre, un nouvel équilibre cherche à s'imposer. Le Directoire, installé à partir de l'automne 1795, tente d'incarner la stabilité. 5 directeurs se partagent l'exécutif. Aucun ne doit dominer. Le système est conçu pour empêcher le retour d'une dictature, qu'elle soit monarchique ou jacobine. Mais la prudence institutionnelle ne suffit pas à garantir la solidité politique. Les finances restent désastreuses. En 1796, l'assignat s'effondre définitivement. Le gouvernement est contraint de le remplacer par un nouveau papier-monnaie, puis d'abandonner l'expérience. L'État recourt à des mesures drastiques pour réduire la dette, notamment la banqueroute des 2/3, qui efface une grande partie des obligations publiques. La confiance économique est fragile. Politiquement, le Directoire fait face à une opposition constante. Les royalistes remportent des succès électoraux en 1797. Craignant un basculement vers la monarchie, les directeurs organisent le coup d'État du 18 Fructidor en V. Les résultats sont annulés. Des députés royalistes sont arrêtés ou exilés. La Révolution, qui avait promis le respect du vote national, manipule désormais les élections pour survivre. La logique de l'exception n'a pas totalement disparu. Elle a simplement changé de forme. Dans les années suivantes, d'autres coups de force interne ponctuent la vie politique. Les directeurs utilisent l'armée pour maintenir leur position. Le régime se maintient moins par l'adhésion populaire que par l'équilibre des forces. Pendant ce temps, à l'extérieur, les armées françaises multiplient les succès. En 1796-1797, la campagne d'Italie transforme un jeune général corse en figure nationale. Napoléon Bonaparte. Ses victoires rapides contre les Autrichiens impressionnent l'Europe. Le traité de Campo Formio, signé en octobre 1797, confirme l'expansion française et redessine la carte du continent. La guerre, qui avait contribué à radicaliser la Révolution, devient désormais un moteur de prestige et de légitimité. Mais cette dépendance au succès militaire crée une fragilité nouvelle. Le régime repose de plus en plus sur l'armée et sur ses chefs. L'équilibre civil imaginé en 1795 s'effrite. En 1798 et 1799, la situation se complique. Une nouvelle coalition européenne se forme. Les revers militaires réapparaissent. L'expédition d'Égypte, lancée par Bonaparte en 1798, connaît des succès terrestres mais un désastre naval à aboutir face aux Britanniques. À Paris, le Directoire apparaît usé, inefficace, corrompu. La Révolution, 10 ans après 1789, a traversé la monarchie constitutionnelle, la République radicale, la terreur, puis un régime modéré mais instable. Elle a aboli les privilèges, proclamé les droits de l'homme, mobilisé la nation en armes. Mais elle n'a pas trouvé de forme durable d'équilibre. Le 9 novembre 1799, 18 Brumaire en 8, Napoléon Bonaparte revient d'Égypte et participe à un coup d'État soutenu par plusieurs dirigeants politiques. Le Directoire est dissous. Un consulat est instauré. Bonaparte devient premier consul. La Révolution entre dans une nouvelle phase. Officiellement, les principes de 1789 ne sont pas reniés. L'égalité civile est maintenue. Les carrières restent ouvertes aux talents. Les institutions sont réorganisées pour être plus efficaces. Mais le pouvoir se concentre progressivement entre les mains d'un seul homme. En 1804, Bonaparte se fait proclamer empereur. La République laisse place à l'Empire. Le cycle est frappant. Une révolution née contre la monarchie absolue aboutit, après une décennie de bouleversements et de violence, à un pouvoir personnel fort. Certes, l'Empire napoléonien n'est pas l'ancien régime. Les structures sociales ont changé. Les privilèges ont disparu. Le Code civil consacre l'égalité devant la loi. Mais l'expérience révolutionnaire a montré combien la quête de stabilité peut conduire à accepter l'autorité centralisée. La guillotine n'est plus au cœur du pouvoir. Elle ne rythme plus la vie politique comme en 1793-1794. Pourtant, son souvenir pèse sur la mémoire collective. Elle symbolise une période où la peur a justifié l'exception, où la vertu proclamée a conduit à l'élimination systématique des opposants, où la frontière entre défense et excès s'est progressivement effacée. La Révolution française n'a pas tourné au sang par fatalité mécanique. Elle a basculé dans la violence sous la pression combinée de la guerre, de la crise économique, de la peur de la trahison et de l'ambition idéologique. Et lorsque ces forces sont conjuguées, la lame est devenue la réponse la plus rapide.
La guillotine n'est plus dressée sur la place publique. Ses cordages, sa lame triangulaire, son bois sombre, tout cela appartient désormais au passé. Mais son ombre plane toujours sur l'histoire. Elle incarne la fragilité des idéaux face à la peur, la rapidité avec laquelle la justice peut se transformer en instrument de survie politique et la complexité de la liberté lorsqu'elle doit se défendre contre ses ennemis réels ou imaginaires. La Révolution française avait commencé avec des mots lumineux, liberté, égalité, fraternité. Elle voulait offrir à chaque citoyen le droit d'être reconnu, entendu, protégé. Mais lorsqu'un État se sent assiégé, lorsque les frontières vacillent et que les divisions intérieures se multiplient, la pureté de ces principes peut devenir un prétexte à la violence. La guillotine, conçue comme symbole d'égalité et d'humanité dans la mort, s'est transformée en instrument d'urgence, de peur et parfois d'injustice. Pourtant, la France a survécu. La Révolution a aboli les privilèges, réorganisé la société, ouvert des carrières auparavant impossibles et affirmé que la souveraineté réside dans le peuple et non dans un roi. Elle a montré que l'idéal de liberté peut résister aux pressions les plus extrêmes, même lorsque les excès deviennent inévitables. L'histoire nous enseigne que les grandes idéologies peuvent basculer vers la violence si elles perdent le contact avec la raison et la mesure. Elle rappelle que la démocratie, la justice et l'abondance ne sont jamais garanties. Elles nécessitent vigilance, patience et discernement. La lame de la guillotine, silencieuse aujourd'hui, demeure un avertissement. Elle nous rappelle que la liberté n'est pas seulement un droit proclamé. C'est un équilibre fragile entre idéal et humanité, entre courage et prudence. En regardant ces événements, on comprend que la Révolution française, avec toute sa grandeur et sa terreur, n'a jamais été seulement une lutte contre un roi. Elle a été une exploration radicale de ce que signifie construire un monde juste. Et même lorsque la peur et la violence ont déformé ses intentions, la promesse de liberté et d'égalité a continué à façonner la France et, par extension, le monde. La guillotine tombe encore, mais seulement dans la mémoire. Et dans cette mémoire, elle nous interpelle toujours sur le prix de la liberté et sur les dangers de confondre justice et peur.